Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Vous allez voir qu'il y a 3 invités. Mais je les présente, Laurent Arthur Duplessis, Philippe Pascot qui nous rejoint pour la première fois et Olivier Milza. Les 3 sujets sont les suivants. Annexion des territoires, des 4 territoires par la Russie, on parle bien entendu de l'Ukraine. Les élections au Brésil où Bolsonaro a fait un score beaucoup plus proche de Lula que prévu. Qu'est-ce que ça implique? Et puis le 3e sujet, c'est l'affaire Quatennens-Bayou, une forme d'explosion, d'implosion de la gauche. Et une question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça peut arriver à droite? Ça, c'était les 3 sujets. Et puis on a bien entendu, comme toujours, Ignace qui est là, qui commence déjà à crayonner, qui va faire des caricatures et des dessins d'actualité qui sont souvent pas mal pimentés. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Alors, premier sujet, c'est 4 référendums, 4 annexions. Mais parallèlement à ça, une avancée assez importante de l'armée ukrainienne. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Comment on lit cette situation? Je propose de céder la parole à Laurent Arthur Duplessis. Eh bien, tout ça est très inquiétant parce qu'en effet, l'escalade continue entre d'un côté la Russie et de l'autre, on peut dire l'OTAN, puisque c'est un affrontement entre la Russie et l'OTAN. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et en fait, l'annexion des 4 oblasts par Moscou sanctuarise ces territoires en faisant des territoires russes et du même coup donne aux événements une tournure particulièrement inquiétante parce qu'en effet, on ne sait pas maintenant ce que va être la réaction de Moscou face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Et je dirais qu'il faudrait que Washington donne maintenant le signal des négociations, puisqu'on sait bien que Zelensky dépend complètement de Washington, et il faudrait que Washington donne le signal des négociations, et qu'enfin, on arrête cette machine infernale qui est en route et qui risque d'échapper au contrôle des uns et des autres à un moment donné. Mais vous pensez, alors on va peut-être juste approfondir ce risque nucléaire, c'est ça dont vous parlez Poutine est flanqué par une opposition d'extrême droite hyper radicale. C'est cette opposition-là qu'il faut regarder. Cette opposition, vous voulez dire interne à la Russie? Interne à la Russie, et on n'en parle quasiment jamais. Ouais. Et cette opposition-là le trouve mou. Le traiterait presque de centriste. Vous parlez de qui constitue cette opposition? Il y a quelques noms qu'on pourrait connaître, nous? Alors qu'ils ne sont pas dans le grand public occidental, mais ce sont des ultranationalistes russes qui considèrent qu'il n'a pas mis le paquet suffisamment tout de suite sur le plan militaire, qu'il aurait dû être beaucoup plus radical dans son offensive militaire tout de suite, et maintenant il faut qu'il donne des gages à cette opposition, sinon il va être renversé par cette opposition-là, et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, s'il est vraiment acculé militairement, il fasse usage d'une petite bombe atomique sur une ville moyenne d'Ukraine de l'Ouest pour créer un effet de sidération et faire comprendre à Washington qu'il faut négocier maintenant. Olivier Milza, vous êtes dans cette crainte qu'a Laurent Arthur Duplessis? Je ne parlerai pas de cette crainte pour le moment. Ce qui a été intéressant dans le discours de Vladimir Poutine, c'est qu'il est le premier à avoir, je ne sais pas si on l'a remarqué, fait une ouverture, puisqu'il a dit, bon, j'ai annexé les 4 territoires, qui étaient d'ailleurs ses buts de guerre, je l'ai dit ici à ce micro, et j'étais pas le seul, c'était ses buts de guerre. C'est pas ce qu'il a dit pourtant au départ de la guerre. D'accord. Hein, c'était la conquête, c'était le renversement du pouvoir. Ça, c'est le mensonge évident, je veux dire, c'est de là. Non mais... Ça fait partie du jeu d'une guerre. Tu vas essayer de sidérer ton adversaire, comme les attaques de Kiev, qui étaient des attaques de sidération. Il savait très bien qu'il allait reculer après. Son but de guerre, d'un point de vue strictement stratégique, c'était la reconquête de ces 4 oblasts. Qu'a-t-il dit juste après? Il a demandé un cessez-le-feu. Réponse, donc, si on était dans un monde idéal où il y avait encore une diplomatie, à ce moment-là, on déciderait qu'il y ait une grande conférence internationale
dans une ville européenne choisie par les différents partenaires, et on se mettrait d'accord pour voir ce qu'on négocie. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Immédiatement après, le président de la République française a immédiatement vu l'avancée des Ukrainiens légèrement en territoire russe, vendu à nouveau des canons aux Ukrainiens, ce qui s'appelle en clair une déclaration. Vous remontez très longtemps. Ah non, mais je remonte. Non, là, je vous parle de là. Donc là, vous parlez de il y a quelques jours. Ukrainienne. Voilà. Okay. Donc, et les institutions européennes ont décidé de flinguer Poutine. On est dans un infantilisme complet. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'OTAN, les États-Unis en phase de déclin et qui tentent effectivement une opération consistant à aller plus loin vis-à-vis des Russes. Voilà. Et ma deuxième réflexion, c'est que le tiers du discours de Poutine est civilisationnel. Le tiers. Or, que nous dit-il ? Il nous dit que finalement il y a 3 fractures. Il y a une fracture stratégique, c'est-à-dire qu'il veut garder ces 4 oblasts, qui est tout à fait légitime, d'ailleurs on va pas revenir là-dessus. C'est légitime ? Tout à fait légitime. Sur quelle base ? Il veut une zone de protection pour la Russie, et il a très très bien compris que les Occidentaux, depuis 91, le provoquent pour avancer donc leur c'est pas la base des référendums. Bon voilà. Donc ça, c'est une récupération que je trouve normale et j'assume. Ça c'est le premier point. Et il y a un deuxième point, c'est géopolitique, c'est-à-dire qu'il refuse qu'on rentre dans un monde unipolaire. Et troisième chose qui est liée au deuxième, j'ai été frappé des détails que donne Poutine sur ce que les Russes ne veulent pas. Ils ne veulent pas de nos valeurs, ou plutôt de nos non-valeurs, allant jusqu'à parler de parent 1 et parent 2. Il est bien informé. Il ne veut pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Bon. Donc cette guerre est aussi une guerre que je qualifierais pas de civilisationnelle, ce mot est un peu galvaudé, mais en tout cas largement culturelle. Ok. On va céder la parole à Philippe Pascot. Vous êtes sur cette ligne-là Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que déjà, je trouve que Poutine et ouverture, c'est un pléonasme, qu'il faudrait resituer les propos dans le contexte historique. C'est sûr qu'on demande toujours un cessez-le-feu quand on a fait des avancées dans un pays. Donc à partir du moment où il était rentré, il demandait un cessez-le-feu, c'est normal. Je ne suis pas sûr que maintenant il le demande encore. À partir du moment où l'Ukraine reprend du terrain. Et moi, ce que je trouve malheureux, en dehors des pérégrinations philosophiques, l'OTAN, la guerre, etc., c'est qu'il y a des gens qui meurent pour des conneries. Des gens qui meurent là bêtement sous des bombes, etc. Et qu'en plus, il faut le savoir, que ce soit l'OTAN, la France ou d'autres pays, c'est surtout, à mon avis, une histoire de vente d'armes dont on ne sait pas quoi faire et qu'il faut bien s'en débarrasser. Et que là, ça tombe bien, il y a une petite guerre, on balance des armes, ça, on va pouvoir refaire les stocks. Moi, par rapport à Poutine, j'ai pas d'avis particulier. Je veux dire, on le montre du doigt souvent. Il y a des choses qu'on fait en France qui sont pas mieux que Poutine, voire pire. Pardon, vous parlez de quoi ? Qu'est-ce qui serait... De la liberté d'expression, de tout ça, où on dit que Poutine est un dictateur. Je trouve qu'aujourd'hui, en France, nous sommes en démocrature. Okay. Donc des fois, c'est pas mieux. C'est pas mieux. On montre du doigt des choses, alors que nous, on fait pas mieux à l'intérieur. Donc de ce côté-là, je ne donnerai sûrement pas de leçon à Poutine. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y avait des gens qui étaient en Ukraine. J'ai été en Ukraine moi-même. J'étais à Kiev, je connais bien. C'est des gens qui, à la limite, trouvaient les Russes comme leurs frères. Sympathique, mais on peut être frère. Oui, bah oui, c'est fini. Quand on rentre chez toi, qu'on commence à violer ta femme et à manger à ta table, tu peux plus dire que le mec c'est un frère. Je vois pas la gérance de Poutine sur les 4 territoires, parce que j'entends le discours, oui, mais c'est parce qu'ils avaient mis des missiles, donc on voulait un truc tampon. Mais à partir du moment où Poutine annexe les 4 pays, les bombes de longtemps, ils vont quand même se retrouver à sa porte, puisque ça devient russe. Donc il n'y aura même plus de zone tampon. Donc tout ça, c'est des excuses, entre guillemets, très intelligentes, de gens très intelligents. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, il y a des territoires qui sont brisés, il va falloir tout reconstruire. Et là, encore une fois, bizarrement, ça va faire l'affaire de certains promoteurs. Je vous rappelle quand même que les principaux bénéficiaires de l'après-guerre, c'est des gens comme Bouygues, comme ça, qui reconstruisent. Comme toujours. La reconstruction, elle doit être... Mais par contre, le peuple des deux côtés, je parle du peuple, je ne parle pas des dirigeants, parce que les dirigeants, ils sont bien au chaud dans leur bureau, et des deux côtés, il n'y a que des morts et que des familles qui pleurent. Cela dit, il y a beaucoup de généraux russes qui sont morts, et on pouvait considérer que c'était... Alors, les généraux russes sont morts, c'est parce que, là aussi j'ai quelques informations, malheureusement, l'armée russe n'est pas forcément prête à faire la guerre, et il y a un tas de généraux qui ne connaissaient rien à la guerre, puisqu'ils étaient plus nommés en étant
partie de l'appareil qu'en étant sur le terrain. J'en vois un qui frémit, c'est Laurent Arthaud du Plessis. On a parlé du sabotage des gazoducs, parce qu'en effet, il est évident que ça vient des Américains. Ça vient des Américains. Plein de gens disent le contraire. Bien sûr, toute la propagande dit le contraire, avec un tissu de bêtises. Les Russes qui occupent Zaporizhzhia, la centrale nucléaire, se seraient tirés dessus eux-mêmes. Et puis, le gazoduc, évidemment, les Russes peuvent le fermer avec le robinet. Et ils ont investi des fortunes là-dedans. Ils ne vont pas saccager leur argent. Et puis la Baltique, c'est une mer otanienne. Et puis ça s'est passé très près d'une île stratégique danoise qui est complètement surveillée par les bateaux. Donc ça vous semble même impossible que les Russes aient pu agir? Évidemment, par les bateaux américains. Un poisson qui nage dans l'eau est repéré par les Américains. Il était impossible pour les Russes d'aller opérer dans ce coin-là. Quel est l'intérêt des Américains? Mais l'intérêt des Américains, c'est qu'en Allemagne, l'opinion publique d'une part, d'autre part, le patronat allemand commençait maintenant à se dire on va peut-être pas se faire harakiri pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Et donc, il commençait à y avoir un retournement d'opinion en Allemagne pour renouer le contact avec les Russes et pour rétablir le fonctionnement des Nord Stream 1 et 2, de manière à éviter que l'économie allemande et l'industrie allemande entrent dans un collapsus catastrophique et pour l'Allemagne et pour les économies européennes. Et donc, Washington, ayant pris acte de cela, a voulu brûler les vaisseaux des Allemands, a voulu les empêcher de se rabouter au gaz russe et a détruit les 2 gazoducs qui seront pratiquement impossibles à remettre en état. Il faut des sommes gigantesques et puis c'est techniquement pas très facile et de toute façon maintenant les investisseurs et occidentaux voudront pas mettre de l'argent là-dedans puisqu'il y avait un système de co-investissement russe et occidental et donc c'est catastrophique pour les économies européennes cette histoire de gazoduc et ça installe une césure encore plus irréparable entre les pays d'Europe et la Russie. C'est ce que veut Washington depuis 1991. L'obsession des Américains depuis 1991, c'est d'éviter une synergie européo-russe, c'est d'éviter qu'il y ait une économie eurasiatique surplombante qui aurait effectivement été dangereusement rivale de l'économie américaine. Vous êtes sur cette ligne-là, vous? Boris Yeltsin, même avant 1991, avait dit un jour, de toute façon, on aura un problème avec l'Ukraine si les Américains et l'OTAN avancent leurs pions vers cette région. Ce sera notre problème. Donc on ne peut pas dire qu'on a pris les Américains au dépourvu, que Poutine ait pris les Américains au dépourvu. Alors l'argument de la guerre, moi que ça ne tient pas, pour moi, oui, quand on fait une guerre, il y a des morts. Je veux dire, non, je comprends, c'est très humain. Quand on fait une guerre, il y a des morts. Bon, c'est comme ça. On fait la guerre. Sinon, pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne fallait pas faire la guerre. Il fallait jamais faire la guerre. À un moment donné, il y a des guerres. Et je suis d'accord avec vous, ça fait des morts et c'est terrible. Quant au viol des femmes ukrainiennes, je préfère pas relever. La propagande occidentale, c'est en gros Zelensky, l'archange Saint-Michel et Vladimir Poutine, le monstre absolu. Oui, voilà. Mais voilà où on est. Voilà où on est. L'intelligence occidentale aujourd'hui. Bon, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Bon, donc je ne démords pas qu'il y ait un problème culturel. N'oublions pas l'assassinat de la femme de Pavel Longin, qui est tout à fait intéressant. Cette jeune femme qui était effectivement le fer de lance, qui n'avait pas forcément les mêmes idées de son père. Longin était le père de l'eurasiatisme actuel, si vous voulez. La guerre culturelle a commencé, elle a vraisemblablement été assassinée plus ou moins par des Américains. Les Américains veulent la guerre. Alors, ce qui m'amuse toujours, c'est qu'aujourd'hui, le vilain, c'est Poutine. Alors, moi, je suis pas du tout ni poutilonâtre, ni pro-Poutine. Je dis simplement... On pourrait quand même s'y tromper, Olivier. Parce que pour le moment, ce que j'entends, c'est que finalement, j'ai droit à ça à chaque fois que je viens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, aujourd'hui, qu'on explique, on est pro. J'explique la position de Poutine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Et Yeltsin avant, qui ont dit déjà il y a plus de 30 ans, nous voulons une zone de sécurité. Quand le président Kennedy a vu qu'on installe, je vais vous la refaire, a vu que les Russes installaient des fusées à Cuba, il a mis l'armée américaine en alerte 4. Il n'y a pas eu de guerre. Dieu merci, parce que l'autre a retiré Khrouchtchev, très intelligent, en échange du retrait des missiles en Turquie. Bon, c'était inadmissible pour les Américains et Kennedy avait raison. Il est inadmissible que les Occidentaux, c'est-à-dire l'UE, les Américains et l'OTAN, mais c'est la même chose maintenant, veuillent la peau... Enfin, vous vous rendez compte, on a entendu Mme von der Leyen vous dire, mais froidement,
il faut tuer... Alors Zelensky déjà, il faut tuer chaque Russe. Donc c'est parti. Hein. Bon, alors je sais pas s'il y a des viols de femmes. Bon. Olivier Milza, pardon. Ah non, mais... On se souvient tous de Poutine qui disait « Je viens libérer l'Ukraine des nazis et des drogués ». Pardonnez-moi, c'est des choses qu'il a dit. Les nazis, c'est vrai. Il y avait bien des divisions nazies et des régiments nazis. Ah non, mais excusez-moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, si vous voulez, c'est simple. Mais chez les Russes, il y a bien Wagner, la division Wagner. Ah non, bien sûr, ça je suis d'accord avec vous. Mais donc, attendez, mais les Russes ne sont pas des gentils. Se servir de minorité. Des nazis, on en a en France, hein. Moi j'en connais. Des groupuscules néo-nazis, on en a en France. C'est pas pour ça que je dis que tous les Français sont des néo-nazis. Et c'est exactement ce que fait Poutine. Parce que c'est vrai. Quelques nasillons français. Mais il y a quelques nasillons. Il y a quelques nasillons entre guillemets en Ukraine qui sont une minorité agissante, comme les néo-nazis en France. C'est eux qui ont été combattants et même très actifs, notamment dans le Donbass. Olivier, en France, il y a ça. Moi, j'ai failli aller m'entraîner avec certaines personnes aussi. Il y a ça aussi en France. On le voit moins, on en parle moins, etc. Mais il y a ça aussi. Il y a ça dans tous les pays. Ce que je veux juste te dire, c'est déclarer quand on est un responsable national que l'ensemble du pays est nazi et que je vais libérer parce que l'ensemble du pays est du nazisme, c'est un peu démago. Il en a un petit peu rajouté. Il n'a jamais dit que l'ensemble du pays était nazi. Il a dit qu'il venait libérer l'Ukraine des nazis. Non, il n'a pas dit l'ensemble du pays. D'ailleurs, Poutine aurait rêvé. De toute façon, on ne va pas rentrer dans l'histoire profonde, parce que là, dans l'histoire... Tu sais, on a tous des excuses, toutes les guerres sont basées sur des excuses. Je me rappelle d'un moment où on a fait une guerre à un pays parce que, soi-disant, ils étaient en train de préparer une bombe atomique. Et puis quand on a été voir dans le pays, on n'en a pas trouvé... tu le rappelles. On n'en a pas trouvé un seul gramme. Oui, bien sûr. Toutes les guerres sont basées sur des mauvaises excuses. Ou économique, ou politique. Mais c'est jamais la bonne excuse. C'est une conception de la guerre un peu simplette pour moi. Je voudrais souligner le fait que Washington joue avec les allumettes ou le briquet dans le dépôt d'essence. Parce que c'est les Américains, les maîtres du jeu. Hein. Mais c'est Poutine qui menace de la guerre nucléaire, c'est pas les Américains. Mais parce qu'on le pousse dans les cordes. Parce que cette poussée otanienne jusqu'aux frontières de la Russie pousse Poutine dans les cordes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu cette simultanéité entre les déclarations de Poutine, l'annexion suite à des référendums, et puis la demande des référendums. Des pseudo-consultations. La volonté de Washington, c'est de faire tomber Poutine, et la volonté de Washington, c'est de ramener les 17 millions de kilomètres carrés de la Fédération de Russie dans le giron américain, avec en arrière-plan une idée sous-jacente, c'est de faire éclater ces 17 millions de kilomètres carrés en 8 ou 9 États indépendants les uns des autres. Mais est-ce que c'est pas vers ça qu'on se dirige finalement beaucoup plus rapidement que prévu suite à cette guerre? Est-ce que c'est pas ça que Poutine a provoqué d'une certaine manière? C'est que je comprends pas. Il l'a provoqué dès le départ, parce que quand le mur de fer est tombé, le rideau de fer est tombé, l'OTAN a été conservée envers et contre toute logique. L'OTAN, c'était une alliance atlantique contre le bloc de l'Est. Et on l'a non seulement on l'a conservée, mais on l'a rendue totalement impérialiste et intrusif avec les extensions à l'Est. Et la Russie ne veut pas se soumettre aux États-Unis. Mais est-ce que c'est pas ça dont on parle? C'est finalement une nouvelle guerre froide. Tu disais il y a un instant, et c'est à chaque fois pareil. C'est Laurent ou Philippe? Vous, alors toi, mais comme on se tutoyait, je continue à te tutoyer à l'antenne. Bon, on y va. Tu disais Poutine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Poutine dit « je vais lancer un conflit nucléaire ou micronucléaire », mais par contre... Je ne t'entends jamais me dire, ou je n'entends personne me dire, quand les institutions européennes veulent mener la guerre en Russie jusqu'à battre la Russie. Je veux dire, quand tu fais ça, quand tu vends des armes aux Ukrainiens, dans les camps de cause... L'opinion, c'est on est dans une guerre à mort entre maintenant l'Occident d'un côté... Et puis la Russie. Donc, je finis mon propos. Poutine répond. Et il répond jamais très gentiment quand on lui fait ce genre de coup-là. Oui, c'est une guerre un peu à mort, dans la mesure où les Occidentaux, je maintiens ma posture, veulent la guerre. Les raisons, on n'a plus le temps.
Pourquoi ils la veulent? Ils veulent cette guerre, les Américains veulent rester unis, et je dirais que les tigres blessés sont souvent les plus dangereux. L'Amérique est un pays en décadence, qui est soumis à des problèmes économiques, sociaux et surtout ethniques de déconstruction de son identité américaine. C'est un pays qui est en danger, et jamais un animal n'est aussi acrimonieux et agressif que lorsqu'il est en danger et qu'il sait que quelque part il va mourir. Ça, c'est l'attitude des États-Unis. Le problème, Olivier, c'est que la Russie est aussi en décadence. Moi, je suis pas pro-russe et je suis pas pro-américain. Tu dis la Russie, l'Amérique est en décadence, je te réponds oui. Je te dis la Russie est en décadence, je réponds oui, parce que la Russie est en décadence aussi bien dans ses infrastructures que dans ses armements, dans un tas de choses, dans son éducation, dans l'alcoolisme, il y a plein de choses où la Russie. Et j'étais à Moscou il y a encore 5 ans, je t'assure que c'est pas joyeux. Hormis quelques riches qui se sont installés à la place rouge, le peuple souffre de plus en plus. Comme en Amérique. C'est pas du tout la Russie que j'ai vue il n'y a pas si longtemps. Bah écoute, on regarde pas de la même façon, on n'est pas invité aux mêmes endroits. C'est possible. Allez, on clôt ce sujet-là. J'ai bien conscience autour dans cet ensemble que vous avez de la frustration parce qu'on n'est pas allé assez loin. Je pense que cette guerre, contrairement, là je vais m'engager, mais on est en antenne, je crois pas être très... Non, on n'est pas en antenne, Olivier. On n'est pas en antenne, le temps est écoulé peut-être, mais nous continuons. On va revenir sur ce sujet parce que cette guerre que certains pensaient comme une guerre éclair qui allait durer 6 mois est partie pour durer Israël a pensé que ça des durait mois 6 jours, jours, voire des années. Hein. Donc on aura bien l'occasion de revenir dessus. On se retrouve dans quelques secondes et on n'est pas en antenne. À tout de suite. Au Brésil, les élections le résultat a été inattendu. On s'attendait à une victoire au premier tour de Lula. Dans tous les cas, un grand écart en termes de vote entre Bolsonaro et Lula. Finalement, on est à 5 points à peine et à 6 millions de votes sur un collège électoral qu'on compte 173 millions et 126 millions de personnes qui ont voté cette fois-ci. Donc on est sur un écart très faible. La question, c'est qu'est-ce qui explique finalement que Bolsonaro s'installe dans la vie politique brésilienne? Laurent Arthur du Plessis. Il y a 2 piliers, si je peux dire, de la popularité de Bolsonaro qui reste quand même assez tenace, assez résiliente, comme on le voit. Ouais. C'est d'une part les préoccupations sécuritaires, la question du développement de la violence au Brésil, et Bolsonaro a toujours mis l'accent sur cet aspect de son règne, si je peux dire, et d'autre part aussi l'anti-wokisme, c'est-à-dire que Bolsonaro a constamment combattu les idées woke qui sévissent aussi au Brésil comme ailleurs, et il y a tout un fond de conservatisme des mœurs, conservatisme moral, de culte de la famille, etc., dans la population brésilienne, et c'est aussi l'un des aspects de sa popularité. C'est ce qu'on appelle l'évangélisme, non? C'est un mouvement chrétien assez conservateur. Les évangélistes qui sont des protestants, en fait, et puis il y a beaucoup de catholiques qui passent à ça aussi, mais sont effectivement adeptes de la famille, ils ne veulent pas du parent 1 et parent 2, ils sont, vous voyez, un peu comme Poutine, hein, et aussi ils ne veulent pas de ça. Et effectivement, il y a là, comme aux États-Unis aussi maintenant, une réaction populaire contre le wokisme. Et d'ailleurs, en France, je pense qu'on va de plus en plus voir aussi se développer cette réaction. Vous pensez que c'est ça qui provoque ce vote d'adhésion à Bolsonaro, dont on annonçait qu'il serait à 20% maximum et qu'il a fait plus de 40%. Alors, c'est des ingrédients. Il y a aussi d'autres éléments. Le règne de Lula avait été aussi escorté par des questions de corruption. Oui. Même si, pour ce qui est de Lula lui-même, je pense qu'il a été surtout dépassé par son entourage qui s'en est mis plein les poches dans son dos, plus ou moins. Mais enfin,
il a été blanchi au final. Il a fait de la prison, ce qui explique qu'il n'était pas là, il n'était pas présent aux élections de 2018. Oui. Et qu'il peut se présenter maintenant. Mais enfin, il y avait un entourage autour de Lula qui s'en mettait plein les poches. Et donc, c'est toujours pareil. Quand on se fait élire en disant qu'on est impur, et puis que quand on règne, on est entouré de gens corrompus, il y a un problème aussi. Philippe Pasco. Moi, je retiens une leçon importante par rapport à ça, c'est que, comme en France, comme ailleurs, les sondages, c'est de la daube. Donc, on vous raconte avant toujours ce qui va se passer, on vous raconte avant toujours que tel panel de gens a dit, et en fin de compte, on s'aperçoit dans la réalité des faits qu'en général, les gens ne suivent même plus du tout les sondages. Ça donne sur le moment, machin. On savait pas parce qu'on n'est pas sur place, on n'est pas brésilien, et que sur place, aujourd'hui, il faut savoir que sur une élection, la plus grande partie des gens qui décident le décident 48 heures à l'avance, y compris en France. Voire même dans l'isoloir. Voire même dans l'isoloir. Vous avez toujours maintenant des petits blocs. Le petit bloc de 10% de Macron, le petit bloc de 10% de Mélenchon, et le petit bloc pour Bolsonaro, j'aimerais bien le dire, et le petit bloc pour Lula, et puis le reste des gens après... C'est pas tout à fait comme ça, parce que il y avait de mémoire 8 candidats à ces élections au Brésil, et que les 2 premiers ont fait plus de 40, que le deuxième, qui est d'ailleurs, je crois, une deuxième, a dû faire 5% ou 8%, et que les quatrièmes a fait 3%. Ils font tous des miettes. Donc il y a 2 grands vainqueurs, et puis ensuite une queue de comète. On sait qu'il y a toujours 1 ou 2 partis dominants, et puis qu'après il y a des miettes. L'émiettement au Brésil n'est pas du tout celui qu'il est en France. C'est pas le même, mais c'est le même principe. Ça sert à bouffer un peu de voix, ça sert à autre chose. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 2 gros blocs, comme partout maintenant, partout, carrément dans le monde. C'est-à-dire le bloc des conservateurs, famille, machin truc plus, et le bloc des, soi-disant, je mets des guillemets, des progressistes un petit peu en avant, etc. Et puis que ces gens-là s'affrontent parce que nous sommes dans des notions sociétales qui sont de plus en plus vite différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, il fallait une vie pour changer les choses. Maintenant, en 2-3 ans, les choses peuvent totalement changer. Je rappelle quand même que l'Internet, etc., ce sont des révolutions qui ont complètement changé la façon des choses et la façon de réagir des gens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en 5 secondes, vous pouvez informer et donner l'information à l'ensemble des gens, ce qui n'existait pas avant. Olivier Milza. Vous pouvez surtout, en 5 secondes, faire une propagande internationale. Voilà. La propagande internationale, elle a marché. Mais vers qui ? Mais c'est très simple. Pourquoi on est étonné ? Parce que M. Bolsonaro fait un score meilleur que celui qui était annoncé. Parce que l'opinion progressiste internationale et mondialiste internationale, qui domine la propagande internationale, avait décidé qu'il fallait que ce soit Lula. Lula, c'est un archange, c'est la paix, on oublie la prison, on oublie la concussion, etc. Bon, et puis j'ajoute, comme disait notre ami, qu'il y a pas mal de réussites de Bolsonaro en matière de sécurité. Donc il était le facho face à l'archange. Bon, c'est ça la propagande internationale mondialiste. Aujourd'hui, elle est comme ça. J'ajouterais peut-être que la remontée de Bolsonaro est liée, comme vous le disiez tout à l'heure, absolument à une question culturelle qui est quand même assez importante. C'est que Bolsonaro, j'ajoute, si vous voulez, je vais exagérer l'idée, je suis le père de la nation brésilienne. Lula, c'est le père de la déconstruction. C'est-à-dire que Lula, il va jouer sur les communautés, comme les démocrates jouent sur les communautés aux États-Unis, comme nos progressistes jouent sur les communautés. Il préfère rester au pouvoir quitte à déconstruire un pays. Donc Bolsonaro, qui n'est pas un ange, qui n'est évidemment pas parfait, il joue cette carte dans une tradition Perón ou Vargas au Brésil. Là, vous dites que c'est la note américaine du Sud. La note père de la nation, l'union de la nation dans un pays complexe, hyper multiethnique, mais il a très bien compris que Lula va surfer là-dessus, et en plus sur des éléments culturels dont vous aviez raison, les Brésiliens, enfin certains Brésiliens ne veulent pas. Pour rester dans les Amériques, on va dire, on fait beaucoup le rapprochement entre Trump, vous en avez parlé, Laurent Arthur Duplessis, sur la proximité de Trump avec les évangélistes, le soutien qu'apportent les évangélistes à Bolsonaro, mais il y a aussi un rapprochement qui est fait, c'est le fait que les élections vont peut-être être contestées par Bolsonaro, il l'a annoncé, comme elles l'ont été par Trump.
avec un risque là de déséquilibre de la démocratie. Ces gens-là, dès qu'ils perdent, de toute manière, il y a eu tricherie. Quand ils gagnent, ils n'ont jamais triché. Trump, c'est pareil. Ouais. Donc les gens, c'est des gens qui sont pour la démocratie, mais dès que la démocratie entre en route, si c'est pas pour leur bénéfice, il est évident que la démocratie est mauvaise et qu'il faut porter plainte. Il y a un risque pour ça, Olivier Milza? Je rappelle des choses historiques. Un historien rappelle des choses historiques. Alors qu'il n'était même pas encore candidat, Donald Trump se faisait traiter de facho par l'ensemble du Parti démocrate, dont d'ailleurs, pendant 5 ans, la seule activité du Parti démocrate a été d'avoir la peau à Trump. Alors, vous m'excuserez, en matière de démocratie, les démocrates, passons. Et je reste persuadé, et ça je reste persuadé, sans preuve, qu'il y a eu des fraudes massives, mais plus c'est gros. Et plus ça passe, c'est absolument évident. Trump, c'est le facho. Bon, donc, Trump avait un programme bien précis. Je dois dire d'ailleurs, soit dit en passant, que je pense que si Trump avait été réélu, et je ne suis pas Trumpolâtre, on n'en serait peut-être pas où on en est en Ukraine. Ouais, je pense qu'on n'en serait sûrement pas où on en est en Ukraine, parce que vraisemblablement que lui, malgré sa coupe de cheveux dont je me fichais complètement, moi ce qui m'intéressait c'était sa posture politique, n'aurait jamais entraîné les États-Unis dans un conflit qui peut devenir général. Donc je reviens à Bolsonaro. Bolsonaro, oui, peut-être qu'il contestera. Vous n'avez pas tort de dire que souvent quand on perd, on conteste, c'est possible. Mais il sait aussi, Bolsonaro, qu'il a contre lui non seulement Lula, mais je le répète, la propagande internationale qui a déjà élu Lula, qui a été promu archange de la paix, de la liberté et de la démocratie. Olivier, il faut un petit peu arrêter avec ça. Je veux dire, c'est marrant, c'est toujours la faute d'une grande puissance, d'autre chose. C'est peut-être uniquement les Brésiliens, il ne faut pas pousser non plus. C'est peut-être uniquement les Brésiliens, il ne faut pas pousser non plus. Pourquoi à chaque fois... La propagande mondialiste, vous n'y croyez pas? Mais c'est pas que j'y crois pas, mais elle est dans les deux côtés. Je veux dire, les Russes font aussi de la propagande. Aujourd'hui, les services... Aujourd'hui, chaque service... Finalement, ce sont les Brésiliens qui sont maîtres de leur destin? À mon avis, c'est les Brésiliens eux-mêmes qui sont maîtres de leur destin. Après, il y a de la propagande interne, il y a de la manipulation interne. Mais qui la fait pas aujourd'hui? Qui la fait pas? Qui essaye pas de manipuler les masses aujourd'hui? Rappelez-vous, je rappelle qu'il y a quand même un super charnier, il y a encore quelques années, qui avait été découvert, où on s'est aperçu quelques semaines après que c'était des Maccabées qu'on avait déterrés pour montrer l'image. Mais oui. Donc, et c'est bien de la manipulation qui a été faite. Par qui, par quoi, on ne sait pas, parce que là aussi, je ne rejoins pas forcément. Aujourd'hui, il y a de la manipulation et on n'arrive pas à savoir par qui c'est fait. Alors un coup, ça peut être les Américains, un coup, ça peut être les Russes, on ne sait pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a de la manipulation. On ne sait pas d'où elle vient. Mais excusez-moi, vous semblez dire que ces manipulations, elles s'annulent entre elles. Alors, il y en a qui s'annulent entre elles, il y en a qui ne s'annulent pas, il y en a qu'on comprend, il y en a qu'on ne comprend pas, il y en a qu'on découvre 10 ans après, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde de manipulation. Pourquoi? Parce que c'est tellement facile. Mais en quoi est-ce nouveau? Mais c'est pas nouveau. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus grand aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez manipuler par Internet, aujourd'hui, vous pouvez manipuler par les télés, aujourd'hui, vous pouvez manipuler en touchant de plus en plus de monde, de plus en plus facilement. Alors qu'avant, il fallait quand même ramer pour manipuler. C'était pas si simple que ça. Il n'y avait que les journaux, il n'y avait que l'écrit. Il fallait que les gens achètent le journal, il fallait que le lisent. Il n'y avait qu'une seule radio, il n'y avait qu'une seule télé. Aujourd'hui, vous avez 40 chaînes de télé. C'est vachement facile de manipuler à travers ça. Aujourd'hui, vous pouvez monter n'importe qui peut monter une radio et n'importe qui peut l'écouter. J'ai été dirigeante de radio locale. Je peux vous assurer que c'est vachement facile de balancer des fausses informations. Faut-il avoir de l'audience? Après, ça se crée. Mais vous créez le buzz médiatique. Vous créez ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz et ça circule tout seul. J'en ai lancé un, moi, en 1982 de buzz. Ouais, okay. De buzz. J'ai monté des trucs dans ma ville. J'ai reçu un journaliste de Libération et je lui ai dit, vous savez, je suis la ville la plus jeune de France. Bondoufle, il y avait 8000 habitants. Je montais à une époque une soirée qui s'appelait Les Records du Monde. Le journaliste l'a écrit dans ses journaux. 3 mois après, c'était repris partout. J'ai lancé un deuxième buzz. Pas de vérification de l'information. Mais non, j'ai lancé un deuxième buzz, je vais vous le donner vite fait. C'est quand j'ai lancé les trucs sur les casiers judiciaires vierges, j'ai dit dans des journaux qu'il y avait eu 396 métiers à qui on exigeait un casier judiciaire vierge pour pouvoir travailler et pour étudier. Ça a été repris partout. Maintenant, tout le monde en parle. C'est beaucoup moins. Non, c'est beaucoup plus. Ah, c'est beaucoup plus. Sauf que moi, j'avais référencé tout ça. Il y a 386, j'en ai eu marre. J'ai dit, ça suffit. Laurent, moi je voudrais simplement... Tu veux centrer vers le Brésil ou vers... Je voudrais simplement souligner une chose, c'est qu'en Occident, la propagande qui domine massivement dans les médias de masse, justement, c'est la propagande américano-mondialiste. Elle est écrasante. Il n'est que de regarder les grandes chaînes de télé et de radio en France, mais c'est pareil dans les autres pays d'Occident. Pour ce qui est de l'Ukraine, par exemple, il y a un rouleau compresseur
anti-russe et américanolâtre qui est écrasant. C'est vrai. Écrasant. Donc certes, tout le monde fait de la propagande, mais en Occident, la propagande qui écrase toutes les autres, c'est la propagande américano-mondialiste. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et pour autant, vous pensez que les masses y sont sensibles et vous pensez qu'au Brésil, les Brésiliens se sont laissés avoir... Mais enfin, vous avez des milliards d'individus qui sont scotchés sur des écrans. D'ailleurs, le but est là, la davocratie, ce que j'appelle moi la davocratie mondiale. Le centre du monde, c'est Davos, hein, bon, et qui utilise les médias mondiaux pour imposer un certain nombre de young leaders qui sont ultralibéraux, multiethniques évidemment, parce qu'on s'en fout de l'origine des gens les du young moment leaders, qui c'est consomment. pas Davos, hein, c'est les Américains. Bon, oui, enfin, c'est un peu la même chercher. chose. Bon, donc les gens sont scotchés sur les écrans. Moi, quand je dis même à des étudiants, ça les amuse, pourtant des étudiants, bon, d'un certain niveau, je leur dis, je regarde le journal télévisé tous les soirs pour voir comment on va désinformer les gens. Et je regarde TF1 et je regarde la 2. Je regarde les deux pour m'amuser, en mangeant mes raviolis, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je regarde les gens. C'est extraordinaire. Mais à peine la guerre était commencée, vous aviez, alors avant on avait la réduction ad Hitlerum, maintenant on a la réduction ad Putinum. Poutine, c'est le mal absolu. Et donc les Américains et les Européens, c'est le bien absolu. C'est quand même Poutine qui a déclaré la guerre, et c'est quand même Poutine Oui, qui a il a envahi déclaré. l'Ukraine. Excuse-moi. Je vais t'énerver, c'est une guerre défensive. Donc moi je me c'est une guerre défensive. donc Si tu regardes, j'envahis techniquement, un pays pour me défendre. En relation internationale, un jour, d'ailleurs je pense qu'en c'est relation la internationale, manipulation, hein. dans 30 ans, quand on fera l'histoire de cette guerre, l'agresseur, c'est l'OTAN. C'est extraordinaire comme on était sur Bolsonaro. Et à un moment donné, il en a eu Lula. marre. Il en a eu marre. Et on revient sur le premier sujet il en a eu marre. sur cette guerre. C'est ça Ouais. qui nous occupe. Ouais, je suis quand même inquiet par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que les gens sont vraiment des cons. Hein. Parce que J'ai pas dit ça. Ils sont c'est ce que naïfs ça veut et dire. ils Ils sont sont même pas capables de décider par eux-mêmes. Ils sont complètement tous manipulés. Et si en fin de compte Lula a fait un petit peu de voix, c'est parce qu'il a été manipulé par tout le monde. Et Lula, s'il a fait un petit peu de voix, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui veulent pas entendre parler de Bolsonaro. Il faut pas oublier que c'est quand même, à mon avis personnel, hein, un type qui est quand même aux ordres d'une certaine mafia. Si je regarde ce qu'il a fait, quand je vois comment il a traité les indigènes, quand je vois comment il déforeste, comment je vois je veux dire, il pose quand même des questions. Je me demande quand même comment il y a des gens... Le petit couplet indigéniste mais non, qui c'est pas est le petit tout couplet, à c'est fait vrai. dans la lignée du libéralisme woke. Mais oui, mais c'est vrai. Formidable. Mais woke, c'est quoi ce mot woke? Parce que moi, woke, je connais un truc. Bah, Tu sais, cancel, si tu veux. le woke, c'est chez les Japonais, là. Tu sais, quand on fait du woke. T'as très bien compris. Allez, on va en rester là parce que je vous rappelle qu'on a commencé sur Bolsonaro, qu'on est allé sur revenu sur la guerre russe et que maintenant on va dans le wokisme. C'est un peu normal. Vous croyez que tout ça est lié? Eh bien, on va voir ça pour le troisième sujet. Je pense que le wokisme, là, sera au cœur du sujet, entre autres choses, puisqu'on va parler dans quelques secondes de ce qui se passe à gauche entre Quatennens et Bayou. À tout de suite. La question que je veux poser, c'est les affaires Quatennens et les affaires Bayou racontent-elles une forme d'effondrement à gauche? Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est est-ce que la droite, avec toutes ses nuances, est-ce qu'elle est menacée par ce type d'affaires et ce type d'affaissement? Pour répondre à cette question, en premier lieu, Philippe Pascot. Ah bah tiens. Oui. Moi, ça me fait mollement rigoler, quoi. Ça vous intéresse? Vous vous sentez concerné? Non. Vous pensez que un député qui est exclu... Très honnêtement, je suis plus concerné par des affaires de corruption, d'argent, par des affaires de viol, par des affaires de harcèlement sexuel, par ce genre de choses. Oui, quand j'ai un élu qui fait ça, et je suis un des spécialistes de la corruption et de choses-là, oui, je saute au plafond. Je saute au plafond. Mais par une affaire privée lancée par des féministes qui, à mon avis, travaillent plus pour détruire la cause féminine que pour travailler pour elle, honnêtement, ça m'amuse pas.
Ça m'amuse pas. Je fais tout un plat. Aujourd'hui, regardez, il y a des trucs vachement plus importants. Aujourd'hui, il y a un type qui est un secrétaire général de l'Élysée qui a terminé un examen. Ça m'interpelle. C'est un dossier en tant que conseil d'administration d'Anticor que je suis depuis quelques années. Et je suis content qu'au bout de 7, 8 ou 9 ans, on arrive enfin à mettre en examen le secrétaire général de l'Élysée. Alors une affaire de base. C'est moi qui fais les sujets. Vas-y. Ici. Hein, j'entends bien, et bien entendu, on va pouvoir parler de ça. Il faut parler de l'affaire Quatennens. Mais il n'empêche que Quatennens est de fait exclu de l'Assemblée nationale. Exclu. Parce que, en tout cas, il est en retrait de la position et il ne revient plus à l'Assemblée nationale. Il touche son indemnité parlementaire. Et il touche son indemnité parlementaire. Mais le fait est que c'est arrivé parce que sa femme a déposé une main courante et qu'il a reconnu l'avoir giflé. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une affaire qui prend une proportion extrême, excessive, ou est-ce que finalement c'est assez juste? Complètement. Juste par rapport à ce que disait Olivier. Je suis assez proche Olivier Milza. Je suis assez proche de ce qui vient d'être dit. Merci Olivier. Effectivement. Non mais c'est vrai, là je suis d'accord. C'est aussi tout ce nouveau néo-féminisme. En revanche, ce qui m'amuse beaucoup et me provoque chez moi une certaine jouissance, c'est de voir que tout simplement ces gens qui représentent le bien, c'est pas le bien. Le bien, ce qui est bon, ce qui est bien, le progrès, sont évidemment rattrapés par des questions de couple et des violences dans le couple. Mais j'ai envie de dire, à la limite, pour répondre à ta question, oui, la droite peut très bien être rattrapée par ça. Bon, parce que l'homme est l'homme. Et je suis assez d'accord. Et la femme est la femme. Hein, parce et la femme. Il n'y a pas que l'homme. Là, je vais vraiment être traité de Olivier, machiste. Juste par rapport Surtout, excusez-moi, mais c'est un peu à gauche, à droite, la grosse banalité. L'homme est l'homme, la femme est la femme. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là? Je suis en train de te dire que des affaires comme ça, moi j'en ai une valise. Et qu'on n'a pas demandé l'exclusion des députés à chaque fois. J'ai, par exemple... C'est vrai, Philippe Pasco. C'est vrai que des affaires comme ça, on en a tous connu à droite et à gauche. Sauf que maintenant, quand ça sort, un député se met en retrait. Un autre démissionne. Il y a tellement de pression qui monte aujourd'hui, et c'est les pressions médiatiques des réseaux sociaux, que ça devient infernal. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es mis au pilori aujourd'hui, tu ne sais même pas pourquoi, et tu ne sais pas quand. Ce qui est en train d'arriver à comment il s'appelle le petit, au petit Bayou, que je connais bien, Julien. Julien, il ne sait pas exactement de quoi on l'accuse, il ne sait pas exactement... Et il est mis au pilori. Le problème, il est là aujourd'hui, c'est que tu n'as même pas le temps d'être jugé, que tu es déjà accusé et condamné. Et ça, c'est un gros problème qu'il va falloir qu'on ralentisse. Par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure aussi, par rapport aux absences à l'Assemblée nationale, où on demande aux gens de ne pas venir, et comme par hasard, je ne vais pas dire, quand c'est les mecs de gauche qui fait un faux pas, c'est les mecs de droite qui demandent l'exclusion, et quand c'est un mec de droite qui fait un faux pas, c'est les mecs de gauche. Moi, j'ai la liste. Et j'ai la liste de 87 députés du gouvernement précédent. Espérons que vos chiffres soient plus justes que ceux sur les 396 Non mais oui, il y en avait plus. Ils sont justes les miens, sauf qu'il y en avait plus. Il y a plus de 600 métiers. J'ai 87 députés LR Eurorem qui n'ont pas mis les pieds à l'Assemblée nationale pendant 1 an et demi. 87. Bon, ça, on a des et on leur a même pas demandé, de rembourser leur salaire à eux non plus. Donc aujourd'hui, au niveau de l'absence des députés, au fait qu'ils soient là et qu'ils soient pas là, je peux t'assurer que là aussi, il y aurait du ménage à faire, aussi bien à droite qu'à gauche. Je dis bien aussi bien à droite qu'à gauche. Je voudrais livrer à la méditation générale une anecdote, un trait de comportement qui concernait Clémenceau. Dieu sait si Clémenceau est une icône nationale. Il avait été odieux avec son épouse américaine, qui l'a trompé allègrement, et en même temps, quand elle a eu le malheur d'avoir une aventure extra-conjugale, il l'a renvoyée aux États-Unis d'une manière ignoble. Ignoble. Et puis Clémenceau, dans sa vie privée, a été ignoble. Aujourd'hui, Clémenceau serait éliminé du circuit politique. Il ne pourrait pas avoir d'existence politique. Karl Marx, c'est pareil. Alors, Karl Marx, c'est autre chose. Non, il a fait un très bon couple avec sa femme, il est inconsolable. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à force d'aller pousser l'Inquisition jusque dans le lit des hommes politiques, jusque dans leur cuisine, jusque dans leur salle à manger, on n'aura plus personne qui voudra faire de la politique, de toute façon. C'est tellement inhibant, c'est tellement stérilisant, c'est tellement un totalitarisme des mœurs, guidé par des féministes folles qui sont complètement en dehors des réalités élémentaires,
que de toute façon, à un moment donné, il deviendra impossible de faire de la politique. Et puis, je dirais autre chose. Aux États-Unis, il commence à y avoir une pratique. Avant d'avoir un rapport sexuel, il faut faire signer par contrat exactement ce qu'on va faire avant. Mais on va tuer complètement tout rapport de séduction en faisant ça. On va transformer les gens en moines et on va couper les contacts entre les deux sexes. Il y a là un climat de folie actuellement qui véritablement prend des proportions effrayantes. Alors, on fête les 5 ans de MeToo. Hein, il y a quand même s'il y a eu quelques excès, il y a quand même un sentiment, c'est que ça a servi à quelque chose. C'est bien. Moi, j'ai trop d'exemples dans mes livres d'abus, entre guillemets, de position dominante par rapport à des élus hommes ou femmes. Parce qu'on parle souvent des hommes. Moi, je retire toujours. J'ai connu une ministre qui n'embauchait que des filles pour passer sous son bureau. J'ai connu un sénateur conseiller régional qui n'embauchait que des petits jeunes blonds, si possible, qui ne faisaient pas plus de 15 ans, avec des yeux bleus. Donc c'est où j'ai connu une femme, élue très importante, qui avait 5 collaborateurs. Ouais. Point de suspension, un pour le lundi, un pour le mardi, un pour le mercredi, un pour le jeudi, un pour le vendredi. Donc c'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes, et c'est un fait. Elle était avec son mari le week-end. Donc c'est pas que les hommes, c'est aussi un fait. Je suis d'accord avec ce que disait monsieur, c'est qu'à un moment donné, on est en train de tout stériliser, quoi. Et à force de stériliser, ça a plus de goût. Olivier Milza. Alors, MeToo, comme Balance ton porc, etc., a pu effectivement, dans certains cas, faire avancer des choses. Mais MeToo, pour moi, c'est une entreprise qui fait partie toujours de la même entreprise. C'est d'abord la destruction de l'homme en tant qu'homme, c'est la destruction du père et de la famille. C'est-à-dire que ces gens-là sont inséparables de la théorie du genre. Il faut tout mettre en commun. Vous ne pensez pas qu'on puisse être un homme sans être un prédateur, Olivier Milza ? Je suis désolé, cette notion me semble complètement aberrante. Et dans l'histoire des sociétés, y compris matriarcales, il y avait autant de prédatrices que de prédateurs. Bon, ça c'est la première chose. MeToo est une entreprise qui est liée à toutes les entreprises de déconstruction, c'est-à-dire en fait de démolition de la masculinité, du père, etc. Tout va ensemble. Deuxièmement, oui, ce qui a été dit est fort juste. Aujourd'hui, à quoi servent les tribunaux ? Aujourd'hui, tu es condamné devant le tribunal médiatique immédiatement. Je l'ai vu pour Nicolas Hulot, je n'ai aucune tendresse pour Nicolas Hulot. Voilà un type qui a été flingué en vol alors que son procès n'est même pas encore en cours. C'est-à-dire que de toute façon, toute parole donnée, on est dans le monde soviétique. C'est-à-dire que la parole, le témoignage donné vaut condamnation. Tu es condamné. Et troisième chose, effectivement, quel est ce monde qui n'a plus la notion de l'espace public et de l'espace privé ? Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace privé, c'est-à-dire qu'on va rentrer effectivement, comme vous le disiez, dans la chambre à coucher, etc. On est dans une espèce de mélange de robespierrisme abominablement vertueux, de macartisme des mœurs et de stalinisme politique. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que de voir que les gens qui sont en train de mettre ça en place aujourd'hui sont ceux qui, il y a encore 30 ou 40 ans, défendaient une certaine forme de pédophilie et de jouissance dans la sexualité libre. Si je traduis, c'est assez marrant. Avec un petit bémol, Olivier, quand même, c'est que moi, j'attire l'attention de tous ces gens qui aujourd'hui sont mis en cause, d'être un petit peu humbles dans leur façon de parler. C'est-à-dire que souvent, les gens qui aujourd'hui se font descendre, c'est vrai que c'est tous des gens qui prêchaient que je lavais blanc, il faut laver blanc, il faut que tout le monde soit propre. C'est le piège dans lequel ils sont tombés. Mais plein de gens, je me souviendrai toujours de Bernard Tapie, qui à un moment donné était cul et chemise avec la presse, mais vraiment cul et chemise avec toute la presse, puis quand la presse s'est retournée contre lui, il n'a pas compris. Donc à un moment donné, tu peux pas à la fois avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc ces hommes politiques qui prêchent pour que soi-disant la société soit plus propre, etc., un jour ou l'autre, quand ça leur tombe dessus, ils comprennent pas. Vous sembliez dire à peu près tous qu'un jour ça arrivera à droite. Oui, mais ça arrive déjà à droite. C'est déjà arrivé. J'ai les noms, si tu veux. C'est arrivé dans le passé, Olivier Milza. Mais ce dont on parle, c'est maintenant... On parle de l'être humain, mensch, human being. Okay. C'est quoi ce monde où on laisse à des ultra-féministes, qui sont en fait des ultra-gauchistes, qui ont fait une OPA sur le féminisme pour avancer des idées anticapitalistes, marxistes, tout ça est lié, c'est pas le féminisme, ça n'a rien à foutre. Je veux dire que quelqu'un comme Sandrine Rousseau, soit elle est complètement bête, non, mais elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a arraisonné le féminisme, comme ils ont arraisonné l'écologie, pour en faire des chevaux de bataille d'un bon vieux marxiste-léniniste, etc. Donc c'est tout, moi j'en suis là. Le reste, pour moi, c'est de la littérature. Si je le traduis, est-ce qu'on ne peut pas dire que
le balancier est allé beaucoup trop à l'extrême. Comment le rééquilibrer? Comment faire qu'on est passé des situations où il y avait une hyper-domination masculine et un certain nombre de femmes qui étaient abusées, vers maintenant un certain nombre de femmes, je traduis ce que vous dites, hein, qui prendraient un pouvoir excessif. Il y aurait peut-être une parade d'ordre législatif à ce phénomène, c'est de promulguer une loi qui interdirait aux médias de mettre sur la place publique une affaire de mœurs tant qu'elle n'a pas été jugée. Non, ça ne se tient pas la route. Mais ce n'est pas déjà le cas. C'est le secret judiciaire dont on parle. C'est le secret de l'instruction. Ça ne tient pas la route. Alors, je vais te donner un exemple par rapport à ça, et je suis bien placé pour en parler. Des médias qui est très compliqué. Si tu n'es pas condamné avant 15 ans, comme dans certains procès aujourd'hui. Avant 15 ans. Bah oui, quand tu connais le bon avocat, quand tu connais les bonnes procédures, quand tu fais les reports, t'es pas condamné avant 15 ans. Donc ça veut dire qu'avant 15 ans, personne ne peut être au courant que t'es un salopard. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de choses. Moi, par contre, je suis vraiment contre le fait de dire il faut poser des lois. J'étais hier dans une émission où j'ai hurlé, parce qu'on est en train de poser une loi. Il y a deux nanas, une de droite et une de gauche, hein, Olivier, excuse-moi, je fais les deux côtés, qui a déposé une loi pour légaliser le fait de donner le sein dans la rue. D'accord. De donner le sein dans la rue. On législate pour une connerie. Alors que ça serait tellement plus simple d'éduquer les gens. Non, de commencer. Ben oui, je suis un vieux pieux, mais moi, je sais, j'ai été maire adjoint dans une certaine ville. La première chose que j'ai appris en maternelle aux gosses, c'est bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Oui, aux gosses de maternelle. C'était à Évry. Oui. On peut toujours rêver. Non, mais on peut rêver, non, c'est ça l'important. C'est pas important de dire bonjour, c'est pas important de dire merci, c'est pas important de dire s'il vous plaît. Et ben aujourd'hui, on n'a même plus ça dans la société. Donc, faut pas s'étonner que dans la suite de l'éducation, il y ait des dérapages partout. Quand aujourd'hui, vous avez des films pornographiques que les parents laissent regarder leurs gamins. Les parents laissent regarder leur gamin. Le gamin a 10 ans, il regarde un film porno et il se dit, bah, c'est ça la sexualité. Je peux prendre une nana, je peux la retourner en faire ce que je veux. Si les parents laissent regarder, il se trouve que les enfants ont un accès à la Je suis d'accord aussi, mais là aussi, il y a du travail à faire. Laurent Arthur Duplessis. Je crois qu'il faut légiférer sur le fonctionnement des médias concernant les affaires de vie privée. Parce qu'à les étaler en place publique comme ça, on tue les gens. Et on les tue très gravement, pour le reste de leur existence quasiment. Nicolas Hulot, on ne le voit plus du tout nulle part. Et je pense qu'il s'en relèvera jamais. Et donc, il faut, à un moment donné, avoir un droit de la presse qui s'intéresse à cette question-là. Tu peux pas aujourd'hui, parce que je vais dire que tu auras les réseaux sociaux. Je suis totalement d'accord avec ça. Nicolas Hulot et puis ce journaliste, Monsieur Bourdin, n'est-ce pas, Monsieur Bourdin, qui peut-être a eu des comportements. Bah oui, les gens ont des comportements. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs, mais on n'a pas le temps sur le comportement des femmes et notamment la complicité des femmes par les juges d'instruction dans les actes de pédophilie. Sauf que Hulot a disparu. Bourdin, lui, il a changé de radio. Il a changé de radio, mais enfin, il a été condamné à une mort sociale pendant un certain temps. Bon, non, il n'y a pas une prédation masculine ontologique, de même qu'il n'y a pas un homme blanc ontologiquement mauvais et un homme noir, tout se tient ontologiquement. Il y a des hommes qui sont des salauds, il y a des femmes qui sont pas très reluisantes, c'est l'être humain, ecce homo, et c'est à la justice, alors elle n'est pas toujours parfaite, c'est à la justice de régler la question. Non mais d'accord, mais à ce moment-là, améliorons Moi je pense à la justice, sinon ça veut dire que les médias ont le droit d'assassiner des gens, et ça fait déjà pas mal de gens maintenant, à l'écran, et je trouve ça absolument insupportable, et surtout ça nous ramène à des périodes de type stalinienne ou macartiste, c'est tout. Ok, allez, on clôt ce sujet-là, on va se retrouver dans quelques secondes pour les dessins d'Ignace, à tout de suite. Allez, j'ai le fruit des travaux d'Ignace. Ah, écoutez, mon hit parade, c'est celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, qui est Poutine, très réussi Poutine, Ignace. La cérémonie d'annexion des territoires, c'était Poutine, super tsar. Oui, on a vu ça. Ok. Allez, le dessin sur Bolsonaro, il est bon, Ignace, pour capter la tête des gens. Bilan du premier tour vu par Bolsonaro, Lula est trop à gauche et les sondages trop gauche. OK, et les caricatures. Alors, allez, je me garde pour la fin. Philippe Pasco, le nouveau. Merci Philippe d'être là. Très joli chapeau d'ailleurs.
Je suis pour l'éducation, pas pour la déconstruction. Excellent. Et notre petite Milza, ça va, Olivier? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Zelensky et Lula sont encensés, mais ne sont pas des saints de ma paroisse. C'est quoi votre paroisse, hein? La paroisse, c'est comprendre. Ok, très bien. Le pédagogue n'est jamais loin avec vous. Comprendre. C'est bien. Laurent Arthur Duplessis. En fait, vous avez les cheveux de Trump, Laurent. Au Brésil comme en Russie, la question existentielle, c'est to woke ou not to woke. Ok, très bien. Merci Shakespeare. Et voilà, je suis le dernier de la classe avec mes belles cernes. Je vais faire hurler la féministe Rousseau. Mes invités ne sont que des hommes et ils ne sont pas déconstruits. Ok, très bien. Vous n'êtes pas déconstruit, Philippe Pasco? Non, j'essaie de me construire chaque jour. On avait compris que vous n'étiez pas déconstruit. Chaque jour, pierre par pierre. Ok. Ça ne m'a pas empêché d'élever entièrement 2 de mes filles, mais parce que je n'ai pas attendu Madame Rousseau pour... Ok. J'en ai 6. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Merci Ignace. Et à très vite donc. Au revoir.